La synthèse que nous allons réaliser aujourd'hui est particulièrement dangereuse. Le toluène est un produit inflammable, mais aussi cancérigène et volatile. L'acide sulfurique est très corrosif, de même que l'acide nitrique. Par-dessus ça, le nitrotoluène est un produit toxique et volatile. Finalement, les produits de surnitration peuvent être explosifs. Une attention très particulière lors de cette synthèse est demandée. Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reviens enfin avec un nouveau projet qui va débuter par la fabrication du nitrotoluène à partir de toluène et d'un mélange sulfonitrique. Petite chose importante avant de commencer, je pense que certains d'entre vous y ont pensé, non, je ne vais pas explorer la synthèse du TNT. Celle-ci est beaucoup trop dangereuse et en plus elle est particulièrement inutile par rapport à notre projet. La nitration que nous allons mettre en œuvre va devoir être refroidie pendant près de 7 heures. Alors oui, c'est long pour une réaction chimique et je vous conseille de prévoir à peu près 3 kg de glace. De mon côté, j'en avais prévu que la moitié et vous allez voir que ça va poser un problème pendant la vidéo. On va donc commencer par refroidir chacun de nos réactifs, mais en particulier les acides. La formation du mélange sulfonitrique est une réaction qui est très exothermique, c'est pour ça qu'on va d'abord les placer au réfrigérateur. De mon côté, j'ai l'habitude de conserver mes acides minéraux dans le frigo, ce qui permet généralement lors des synthèses de les avoir déjà refroidis. Donc ici, je vais passer cette étape. Nous allons donc premièrement prélever 75 ml d'acide nitrique à 68%, ainsi que 95 ml d'acide sulfurique à 98% dans 2 éprouvettes graduées. On se munit ensuite d'un récipient si possible fermé, donc comme un Erlenmeyer ou un ballon, afin d'éviter les éclaboussures, et on rajoute doucement l'acide nitrique à l'intérieur de l'acide sulfurique. Si on mesure les températures avant et après, on remarque bien qu'il y a eu un changement qui a été assez important vu qu'on est passé d'environ 10 degrés à plus de 40 degrés. Maintenant qu'on a notre mélange sulfonitrique de préparé, on va le remettre au congélateur pour le faire refroidir à environ 0 degrés et on le rajoutera par petites fractions à l'intérieur de l'ampoule de coulée. Comme ça, on pourra le garder froid vu que l'addition risque d'être assez longue. Après ça, on mesure 80 ml de toluène, donc toujours avec une éprouvette graduée, qu'on va mettre dans un Erlenmeyer. On place le tout dans un bain de glace surmonté d'une ampoule de coulée et sous agitation magnétique forte. À ce moment-là, l'agitation est très importante parce qu'elle va permettre de mélanger les deux phases qui vont se former et du coup de faire que la réaction se passe correctement. Si vous n'agitez pas, vous risquez d'avoir des pics de température parce que dès que vous mettrez l'agitation en marche, la surface de réaction va augmenter entre les deux phases et du coup faire beaucoup plus chauffer le mélange. On attend que le toluène se situe entre 5 et 15 degrés et on va essayer de rester dans cet intervalle tout au long de la réaction. Le contrôle de la température ici va être vraiment important parce que si la température est trop basse, la nitration aura du mal à avoir lieu et au contraire, si elle est trop haute, on va avoir tendance à former des produits dinitrés et trinitrés qui déjà, en plus de réduire notre rendement, sont dangereux vu qu'ils sont explosifs et toxiques. Je le dis maintenant, mais ça vaut pour la partie dans laquelle vous avez préparé le mélange sulfonitrique, il est conseillé d'avoir une aspiration. Vous avez dû le voir qu'il y a pas mal de vapeurs d'acide qui sont produites, et en plus au cas où, si jamais votre nitration est beaucoup trop chauffée, elle pourrait produire des vapeurs de dioxyde d'azote qui sont toxiques.
On va donc commencer à rajouter très doucement le mélange de nitration, donc toujours en agitant fortement et en contrôlant que la température n'augmente pas trop. On va continuer comme ça pendant près de 2 heures à 3 heures. Pendant cette période de l'ajout, on va voir que le mélange va doucement passer de transparent jusqu'à une couleur rouge très vive et va ensuite redevenir plus proche du jaune. Une fois qu'on a terminé l'ajout du mélange sulfonitrique, on va laisser refroidir pendant encore 4 heures et surtout en remuant fortement, comme ça va permettre de compléter la réaction. C'est à ce moment-là que j'ai fait face au souci de la glace. Je n'en avais pas prévu assez et du coup ça a été assez compliqué pour garder la réaction en dessous des 15 degrés. D'ailleurs, lorsque je suis aussi allé manger, la réaction est passée au-dessus de 30 degrés, ce qui a commencé à produire des vapeurs de dioxyde d'azote. Alors ça en faisait pas beaucoup, mais c'est pour ça que je vous ai dit que c'était important d'avoir une hotte si vous voulez réaliser cette réaction. Une fois que les 4 heures sont passées, on va donc récupérer le mélange et séparer la phase organique de la phase aqueuse à l'aide d'une ampoule à décanter. Ici honnêtement j'ai eu un peu de mal au début à distinguer laquelle était la phase aqueuse et laquelle était la phase organique. Dans le doute, je vous donne toujours le conseil de garder vos deux phases avant d'être sûr à 100% que vous avez votre produit dans celle-ci et de ne pas jeter l'autre. Ça serait dommage de perdre une journée de travail juste pour ce genre d'erreur. Une fois qu'on l'a identifié, on retire la phase organique, donc qui semblait être la phase inférieure ici. Puis on va la laver d'abord à l'eau et avec une solution de carbonate de sodium pour pouvoir neutraliser le surplus d'acide qui pourrait rester dans notre produit. On lave encore une fois ensuite à l'eau.
À cette étape, on est en présence de notre mélange d'isomères de nitrotoluène et si nous avions respecté les températures, celui-ci devrait environ contenir 60% de l'isomère para, 37% de l'isomère ortho et 3% de l'isomère méta. Cependant, vu que nous sommes sortis de l'intervalle de température, je pense qu'on a généré une quantité assez significative de produits dinitrés, ce qui va évidemment impacter notre rendement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de séparer nos différents isomères, et en particulier l'isomère para du mélange ortho et méta. On va refroidir notre produit brut au congélateur à environ -8 degrés, ce qui va permettre de faire cristalliser l'isomère para et de pouvoir le filtrer sous vide pour le séparer de l'isomère méta et ortho. Un petit conseil est aussi de placer l'entonnoir que vous allez utiliser au réfrigérateur, comme ça empêchera de fondre l'isomère para trop rapidement et du coup de contaminer votre mélange ortho et méta. Si jamais vous avez un doute et que vous pensez que vous n'avez pas retiré entièrement l'isomère para, vous pouvez toujours répéter cette étape. Elle ne prend pas forcément trop de temps et elle assurera d'avoir des isomères qui sont bien séparés. Une fois qu'on a séparé les deux, on va pas pouvoir faire grand chose pour le moment pour le mélange ortho et méta. On s'en occupera dans la prochaine vidéo. Mais par contre, on va pouvoir purifier l'isomère de paranitrotoluène. Pour cela, on va simplement le recristalliser dans de l'éthanol. Donc on va dissoudre celui-ci avec un minimum de solvant. On va faire chauffer jusqu'à ébullition en remuant et ensuite on le place en premier au frigo pour le faire refroidir à environ 5 degrés. Puis au réfrigérateur pour le faire refroidir à des températures bien plus basses. J'ai pas pu filmer cette scène, mais malheureusement le mien avait pas forcément cristallisé et c'est lorsque j'ai bougé le contenant que les cristaux se sont formés assez rapidement. Donc je pense qu'il contient encore quelques impuretés, mais vu que j'avais pas beaucoup de temps à ce moment-là, je vais me contenter de ça.
Une fois que nous avons fini de purifier, on peut peser nos produits et calculer le rendement. On trouve environ 70%, ce qui est plus que satisfaisant pour une réaction de nitration. Je pense qu'après on a une concentration de produits dinitrés qui doit être quand même assez importante, vu qu'on est passé un bon moment au-dessus de la température que j'avais indiquée. Mais normalement il devrait pouvoir être séparé lors de la prochaine vidéo. Je pense quand même que la recristallisation de l'isomère para a eu son importance parce que je ne l'ai pas décrit plus tôt, mais les produits avaient vraiment une odeur qui était similaire au nitrobenzène, ce qui est normalement pas caractéristique du nitrotoluène. Et justement, après la recristallisation, cette odeur était quand même beaucoup moins forte. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais essayer de sortir la prochaine vidéo le plus rapidement possible, mais c'est quand même assez compliqué pour moi, sachant que j'ai repris les cours et que du coup je n'ai plus beaucoup de temps libre. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir de la manière que vous voulez. Vous pouvez me laisser un commentaire, faites ce qui vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Salut!